sur la commission d'enquête. Et après, chacun des trois témoins témoins et acteurs, pourra apporter sa pierre à l'édifice collectif. On essaye de suivre la chronologie des AG, puis après coordination, et après la mort de Malik Ousekine qui donne encore une nouvelle dimension au mouvement. Donc je propose à nos trois acteurs témoins de bien noter s'ils ont eu des réactions là, pendant ces projections. Là, on va laisser la parole à Aude Jagut pour nous parler des archives de la commission d'enquête. Et après, on ouvrira le débat et la confrontation des points de vue de l'époque et d'aujourd'hui. Mais d'abord la parole à Aude Jagut, donc archiviste à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Donc, c'est bien l'Assemblée nationale qui conserve le fond de la commission d'enquête sur les événements de novembre et décembre 86. Donc, dans un premier temps, je vais évoquer brièvement le contexte de la création de la commission d'enquête. Entre le 5, donc cette suite tous les événements qu'on vient de voir, entre le 5 et le 9 décembre 1986, 4 propositions de résolution en vue de la création d'une commission d'enquête ont été déposées. Le 17 décembre 1986, la commission des lois adopte la proposition de résolution visant, je cite, à recueillir des éléments d'information sur la préparation, l'organisation, le déroulement et la présentation des événements de novembre et décembre 1986 en liaison avec les projets relatifs aux réformes scolaires et universitaires. C'est le nom de la proposition qui a été retenue. La commission d'enquête est composée de 21 membres et c'est le député UDF de la Loire, Pascal Clément, qui est nommé en qualité de président. Il est assisté de Pierre Mazot, député RPR de Haute-Savoie, et d'Albert Mani, qui donc assure la fonction à eux deux de vice-président. Et c'est finalement Emmanuel Aubert qui est désigné en qualité de rapporteur. Donc cette commission, elle siège entre le 18 décembre 1986 et le 6 juin 1987. Et c'est 10 jours plus tard, le 17 juin 1987, que la rapport final est publié et marque l'aboutissement des travaux de la commission d'enquête. Donc cette commission, elle aura finalement tenu 35 séances, effectué 72 auditions, au cours desquelles 8 personnes auront été entendues plusieurs fois. Donc maintenant, je vais m'attarder plus sur le fond d'archives, dont le classement a été réalisé au mois de juillet et août 2016 par notre stagiaire Stéphane. La commission, pour l'histoire de la conservation, une fois la commission séparée, les documents sont réunis dans des boîtes archives, les boîtes sont scellées. C'est la spécificité des archives d'une commission d'enquête. Il s'agit en fait d'empêcher toute consultation et toute divulgation d'informations. Même les archivistes ne peuvent pas y avoir accès. Et ce scellement des boîtes est défini dans l'ordonnance 58-1100 concernant les assemblées parlementaires. Les boîtes ne peuvent pas être ouvertes avant 25 ans, par quiconque. Ensuite, les cartons ont été versés au service des archives de l'Assemblée le 10 juillet 1987, soit un peu plus d'un mois après la séparation de la commission. Donc, pour information, une commission d'enquête a 6 mois pour verser ses archives. Donc après le classement, le fonds il est répertorié sous la code 31P, donc P correspondant dans notre cadre de classement à ce qui concerne les archives publiques. Il comprend 71 articles et en termes de volumétrie, il fait 1,86 m linéaire, comprenant à la fois des documents papier et des supports audiovisuels, donc, sur lesquels je vais peut-être m'attarder un petit peu après. Comment il se présente donc il est découpé en plusieurs parties. Le plan de classement, il s'efforce de retranscrire en fait la chronologie du déroulement de la commission d'enquête pour respecter l'intégrité du fond. Donc on a une première partie qui concerne la création. On trouvera donc les différentes propositions de résolution et les expressions officielles. Ensuite, une seconde partie qui va concerner le fonctionnement interne et l'organisation de la commission d'enquête.
partie qui va s'attarder sur les travaux de la commission. Donc on va trouver notamment les convocations des personnes auditionnées, tout ce qui aussi concerne la réunion constitutive de la commission d'enquête, et dont le procès-verbal d'audition. Et surtout, on va y trouver l'ensemble des procès-verbaux d'audition qui ont été publiés dans les annexes du rapport. Le classement choisi, c'est celui qui respecte, enfin qu'on a choisi nous, c'est celui qui respecte l'ordre chronologique des 5 auditions, contrairement au rapport qui s'attarde plus sur la fonction exercée par les personnes auditionnées. Parce qu'en fait, dans les personnes auditionnées, on va trouver donc les membres du gouvernement, Alain Devaquer, René Monory et Charles Pasqua pour en citer quelques-uns. Les présidents d'université également ont été auditionnés, les étudiants et des responsables de la police et de la gendarmerie. Ensuite, donc, examen et vote du rapport. Donc, les documents ont aussi été publiés. Et enfin, une 4e partie sur la publication du rapport lui-même, donc tous les travaux publiés, vous allez pouvoir retrouver dans le fonds d'archives, ainsi que les annexes qui publient donc l'intégralité des PV d'audition, comme je l'ai indiqué. Donc dans ces annexes, justement, on remarque qu'il y a un seul document hors procès-verbaux d'audition qui a fait l'objet d'une publication. Or, le fonds d'archives de la commission d'enquête en conserve beaucoup d'autres types de documents qui n'ont pas été publiés. Et c'est justement ce qui fait l'objet de notre 5e partie, puisque la commission d'enquête a eu accès à, je cite, a obtenu des administrations et notamment du ministère de l'Intérieur tous les documents et pièces demandées, y compris les notes d'information de synthèse des renseignements généraux, les comptes rendus de mission des commandements, etc., de la préfecture de police. Et c'est justement ce qu'on va retrouver dans notre 5e partie. Donc c'est elle qui fait un petit peu la particularité du fond, puisque c'est tous les documents finalement qui n'ont pas été publiés. J'attire quand même votre attention sur le fait que certains contenus de documents restent encore sensibles. Et donc l'ordonnance... sensible en fait, on est régi, les archives de l'Assemblée nationale sont régies par une ordonnance qui est l'ordonnance 58-1100 que j'évoquais tout à l'heure, et elle respecte quand même les dispositions prévues par le Code du patrimoine. Or, le Code du patrimoine indique que tous les documents qui contiennent, ça peut être des données à caractère privé, secret médical ou liées à des enquêtes relatives aux enquêtes judiciaires, bénéficient d'un délai plus long. En fait, on ne peut pas les communiquer tout de suite. Donc ces données, on conserve effectivement des documents qui ont de telles données, et donc le délai des 50 ans ou 75 ans, donc 50 ans à savoir pour les données à caractère privé, et 75 ans pour les enquêtes, pour les données relatives à des enquêtes menées par la police judiciaire, ne sont pas échus. Ces délais ne sont pas échus, mais les documents restent soumis à une demande de dérogation. C'est-à-dire qu'en faisant une demande de dérogation auprès de nos services, vous pouvez éventuellement y avoir accès, sachant qu'il faut l'accord du président, parce que pour les commissions d'enquête, c'est le président de l'Assemblée nationale qui statue en dernier recours. Donc, nous, on donne seulement un avis. On a également des reportages télévisuels, pour faire écho à la première présentation. Alors, on a malheureusement eu quelques mauvaises surprises quand on a levé les CD, puisque c'est des cassettes vidéo, des cassettes VHS, cassettes humatiques et magnétiques qui ont très mal vieilli. Donc, autant dire que l'image était de très mauvaise qualité, le son horrible, on n'a pas pu vraiment tirer vraiment de substance exploitable. Donc, vous l'aurez compris, c'est la 5e partie qui fait la particularité du fond, et si vous souhaitez donc venir découvrir le fond à l'Assemblée, vous pouvez bien entendu venir dans notre salle de consultation accessible sur rendez-vous. Et j'indique une dernière chose, l'instrument de recherche et le rapport ne sont pas en ligne, donc il faut venir les consulter sur place, et concernant l'instrument de recherche, on peut également l'envoyer par mail à la demande. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors donc là, ça vous donne un autre type de source possible. Alors peut-être qu'Isabelle Thomas le dira en première réaction, mais donc il y avait aussi une commission d'enquête au Sénat, donc il y a aussi un service d'archives au Sénat, et donc je ne sais pas si le service d'archives du Sénat fera le même type de classement avec le même délai de 25 ans, mais donc
Ça serait une autre source possible. Et évidemment, effectivement, c'est tous les documents annexes qui peuvent enrichir les aspects. Le rapport du Sénat est accessible par Internet. Oui, mais, non, mais disons que le plus intéressant, souvent, c'est les documents annexes qui, eux, ne sont pas publiés. Voilà. C'est plus ça qui peut être intéressant. Alors que le rapport de la commission d'enquête parlementaire du national est un compte rendu d'interview. Bon, mais de toute façon, vous allez y revenir, parce que là, du coup, maintenant, ce qui est intéressant, évidemment, il y aurait à faire un état des sources, comme pour toute question, et donc voir ce qu'il y a aussi dans les archives du ministère de l'Intérieur, dans les archives du ministère de l'Enseignement supérieur, etc. Là, on n'est pas dans cette démarche-là. L'idée, c'était de vous montrer déjà deux types de sources possibles, et surtout de voir du point de vue des acteurs de l'époque ce qui est important comme ça quand on évoque, que ce soit par des archives audiovisuelles ou par la présentation de ce fonds écrit, ce qui est important selon vous à se remettre en mémoire pour ne pas rater des choses. Au niveau de la Cité des mémoires étudiantes, nous, on a une démarche de long terme, on va dire, qui est justement de pouvoir aussi sauvegarder les sources de ces mobilisations ponctuelles. On est aussi en train de classer des archives d'organisations étudiantes. Donc, par exemple, vous avez déjà entendu parler de l'UNEFID. On est en train, et notamment Johanna Casapi et Leslie Casasnovas sont en train de s'attaquer au classement des archives de l'UNEFID. Donc, là, c'est l'UNEFID, justement. Après, l'UNEFID elle-même s'appelait UNEF. Et l'UNEF dite SE, ça s'appelait aussi l'UNEF, mais on va y revenir. Et bon, l'important, c'est l'unité du mouvement, évidemment. Mais donc, justement, c'est intéressant d'avoir cette première réaction parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les archives de l'UNEF, FIDE ou l'UNEF, et effectivement, on peut dire l'un pour l'autre, parce que malheureusement, l'UNEF, dite tout court, ou dite Solidarité étudiante, ou dite Renouveau, comme vous voulez l'appeler, mais les archives de l'UNEF, eh bien, en tant que telles, on en a perdu la trace au moment de la réunification entre l'UNEFID et l'UNEF. Donc ça, c'est un pan de mémoire qui malheureusement, pour l'instant, est un peu disparu. On peut le retrouver par un autre biais avec les archives de l'UEC, qui sont les archives départementales de Seine-Saint-Denis. On peut le retrouver par d'autres biais, par des fonds de militants. Frédéric Genvet, ici présent, nous a confié son fonds où il y a quelques petites choses, mais pas sur cette période-là. Donc il y a tout un travail de collecte encore d'archives. Et c'est là aussi où vos témoignages oraux sont intéressants. Je me permets juste aussi de signaler la présence dans la salle d'Arnaud Moyencourt, que peut-être Olivier Barberousse, voilà. Donc Arnaud Moyencourt nous a aussi confié les archives qu'il a recueillies pendant toutes ses activités militantes étudiantes. Il était surnommé, il était en charge des archives au sein de l'équipe nationale de PSA, pour un syndicalisme autogestionnaire, qui était le syndicat étudiant proche de la CFDT de l'époque. Et donc Arnaud était surnommé l'archiviste fou. Donc voilà, si vous voyez parfois des documents de PSA marqués archiviste fou, c'est d'Arnaud dont il s'agit. Bref, vous avez toutes ces archives-là qui ne sont pas encore forcément classées. Vous avez les archives de militants ou de militantes qui peuvent aussi apporter des choses. Et puis, il y a aussi la mémoire orale. Et c'est là où on va faire appel à 3 mémoires de ces 3 organisations étudiantes de l'époque. Donc, Isabelle Thomas pour l'UNEFID, Marc Rossetti pour l'UNEF, Olivier Barberousse pour PSA. Et je vous laisse là vous présenter pour en dire plus, mais juste dire au moins que vous avez tous et toutes des positionnements spécifiques par rapport à vos
organisations de l'époque, soit parce que votre organisation avait ou pas des tendances. Donc à vous de voir si vous voulez rentrer dans ces détails-là, mais pour expliquer à l'auditoire un peu l'organisation de tout ça. Et sauf si je dis des erreurs, dire qu'Isabelle Thomas était en droit, que Marc Rossetti était en lettres et qu'Olivier Barberousse était en histoire. Non, je me suis trompé sur Marc Rossetti. Une erreur sur 3. Bon, voilà, Marc Rossetti rectifiera lui-même. Donc, je laisse la parole déjà à Isabelle Thomas. Réaction comme ça, un peu à chaud. Hein. D'abord, et par rapport à votre problématique archive, parce que c'est quand même ça le sujet de la journée, je trouve que c'est. M'aperçois, en regardant ce que vous nous avez montré, qu'en fait, il y a un grand vide. Il y a un grand manque. Le manque, c'est probablement ce qui fait. Ce qui est le plus important finalement dans la mémoire militante, c'est comment la genèse. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où c'est des films, c'est à partir de ça démarre quand les médias commencent à s'en préoccuper, et quand les médias commencent à s'en préoccuper, on est déjà, peut-être pas à l'apogée, mais enfin en tout cas à la fin de l'histoire, au début de la fin de l'histoire, alors qu'avant ça, il y a des mois et des mois de travail, parce qu'il ne faut pas croire, et c'est ce que donne à penser, c'est ça qui m'a un peu surprise, c'est ce que donne à penser pour monsieur, madame, YZ, la vision de ces films, c'est que, t'as coup, il y a des grèves, ça tombe du ciel, tout le monde est ensemble dans les amphis, bon, mais sauf que c'est pas ça du tout. C'est des mois de travail, bon. Oui, c'est partout, mais et c'est pour tout. Je dis, voilà, moi je réagis à chaud, et je dis, voilà, il nous manque déjà dans tout ça toute la partie genèse de comment on met une fac en grève, comment l'événement se crée. Deuxièmement, le deuxième problème que j'y vois, c'est que forcément, si ça privilégie l'événement sur le fond, ça privilégie l'histoire, la succession d'événements sur le pourquoi, même s'il y a des petits bouts de pourquoi, mais je trouve qu'ils sont très faibles par rapport à la réalité. Et puis ensuite, réagir sur l'Assemblée nationale, je trouve que ça aussi, finalement, il faut se méfier de tout. Hein. C'est bien la leçon à prendre et c'est bien d'avoir l'ensemble de toutes les données, parce que si on prend le rapport de l'Assemblée nationale, vous disiez il y a eu 62 auditions. Moi, je n'ai pas été auditionnée par l'Assemblée nationale. J'ai été auditionnée par le Sénat. Bon, est-ce que c'est parce que ces messieurs de l'Assemblée nationale considéraient qu'interroger une jeune femme, j'allais dire une vieille femme. Oui, d'accord, mais il y a les étudiants. Je dis, je maintiens, est-ce que ces messieurs considéraient que les jeunes femmes n'ont rien à dire? Je le subodore. Mais ça m'a énormément choquée, personnellement. 62 auditions et ne pas avoir été interrogée, ça m'a énormément choquée. Bon, cela dit, c'est pour ce qu'a fait le Sénat, c'est tout à fait discutable, mais au moins ils m'ont interrogée, ils m'ont eu. Mais voilà, donc après, je dis ça parce que je sois à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a forcément une très forte subjectivité, ou plutôt même un parti pris politique, qui d'ailleurs peut aller jusqu'à l'occultation. C'est-à-dire en fait, comment dire, pas l'occultation mais le verrouillage. On peut aussi faire un rapport pour le verrouiller, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de trop de bruit autour de l'affaire. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup d'archives finalement, de beaucoup de natures très différentes et de sources très différentes pour arriver à avoir une vision un tout petit peu précise des faits. C'est la première leçon que je tire de tout ça. Et peut-être pour compléter, c'est vrai qu'en plus, un autre biais, un autre biais qui est introduit, c'est aussi Paris-Province. Demain, on parlera un peu plus des AGE dites de province, c'est comme ça que c'est dans les archives. Le terme de région viendra plus tard, mais donc les AGE de province ont eu un rôle aussi important, parce que on reparlera tout à l'heure de Vitaneuse, mais il y a eu d'autres AGE de province qui ont fait partie de cette genèse. Là, je laisse la parole maintenant à Marc Rossetti ou à Olivier Barberousse, comme ils veulent. Alors, juste Isabelle Thomas pour compléter. Oui, vous me faites réagir, effectivement, province, mais même banlieue.
Parce qu'en fait, même si l'italianisme a un rôle, je prends les journalistes par exemple, qui préféraient aller à Jussieu ou à Tolbiac ou à, pardon de dire, mais ils allaient se casser les pieds à prendre, à l'époque en plus il n'y avait pas le RER, et que d'aller prendre le train puis le bus ou prendre une voiture pour aller à Vitaneuse ou à Créteil, qui étaient les deux points. Enfin, comment à Créteil, il y avait le métro. Créteil, il y avait le métro. Vitaneuse, il n'y avait pas de métro. Mais bon, ce que je veux dire, c'est vrai pour les facs de province, c'est vrai aussi pour les facs de banlieue. C'est vraiment. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une dimension à prendre en compte, puisque dans ce rapport entre AG et coordination, ça joue aussi, puisque là, on voit au tout début, quand il y a une sorte, je crois que c'est les états généraux de l'UNFID, où on voit dans le hall des amphis à la Sorbonne les différentes délégations. Du coup, on voit quand même l'importance de ce qui se passe en dehors de la région parisienne. Alors, est-ce qu'entre Marc et Olivier, vous avez une préférence ? Pardon, c'est un peu compliqué de commencer comme ça, mais enfin, on va se jeter. Alors d'abord, je me présente et je précise ma situation. En 86, à l'automne 86, je viens de Nice. Je suis un tout jeune secrétaire national de l'UNEF, SE tout court, COCO, RE, enfin ce que vous voulez. L'autre, quoi, celle qui n'est pas idée. Donc je suis un tout jeune secrétaire national. Et donc je suis étudiant en géologie officiellement, je tente de m'inscrire en urbanisme inventaire, je vais m'inscrire en urbanisme inventaire, à Paris 8 pardon, après ce sera Nanterre, je n'y arriverai pas, et après je ferai des lettres. Donc c'est pour ça que mon parcours a été très long. Mais des lettres c'est en 93, donc beaucoup plus tard. Voilà. Donc en fait je suis étudiant, parce que j'ai une carte d'étudiant. Et sinon je suis surtout un responsable national de l'UNEF. Deuxième chose, si je n'apparais pas beaucoup à ce moment-là, c'est tout simplement pour deux raisons. D'abord parce que je suis donc un jeune secrétaire national, je ne suis pas parmi les principaux, on est 7 au secrétariat, je suis donc parmi les derniers à être élu. Je parcours beaucoup la province à cette époque-là, j'ai regardé hier mes agendas de l'époque, je parcours la province, je vais dans beaucoup d'endroits, beaucoup à Paris aussi. Et un autre événement arrive, c'est que le 1er décembre, c'est-à-dire donc au moment où on arrive à la phase aiguë de l'événement, le 1er décembre, je disparais. Je disparais avec le président et avec le secrétaire général de l'UNEF. Nous disparaissons parce que nous sommes appelés sous les drapeaux. Nous devons aller à l'armée. Pas à Moscou, non. C'est à l'armée. Et nous partons. Nous sommes obligés de partir. Nous sommes, voilà, c'est ahurissant, mais c'était la situation. La direction de l'UNEF est décapitée. Alors, moi, je suis l'élément, on va dire, accessoire. Je suis le moins important dans le départ, parce qu'il y a quand même le président, Patrice Leclerc et Pierre Villard, qui s'en vont. Ils sont partis aussi. On est 3 à partir. Il n'y a plus de direction. En tout cas, il y a une direction qui est décapitée à Paris. Le premier qui revient, c'est moi. C'est d'ailleurs le moins important. C'est moi qui reviens. Je reviens 18 jours plus tard. Le 19, je suis à Paris. Je me suis fait réformer, P4. Voilà, c'est très bien. On peut enseigner néanmoins après, hein, je vous rassure. Voilà, je suis réformé, je reviens. Et mon rôle, en fait, deviendra très important après dans l'UNEF. À partir de là, il va devenir très important puisque je vais être, je parle sous le contrôle de Frédéric là-bas, je vais être vraisemblablement le personnage le plus important de l'organisation dans le cadre des états généraux étudiants qui vont suivre le mouvement de Daquet jusque donc au 31 mars 87 et qui vont être quand même un processus d'élaboration syndical et sur des projets universitaires élaborés par l'étudiant qui va être très important. Et je vais être là le porte-parole de l'UNEF et le personnage le plus important. Mon rôle antérieurement est très épisodique, mais en même temps il y a quand même des choses intéressantes. J'ai regardé hier, mais moi la première chose que je vais quand même noter, il faut réagir par rapport aux images, je vais le faire, et de toute manière je le sais, c'est que sur les images, il y a quand même une chose qui est vraie néanmoins, c'est qu'à partir du moment où le mouvement entre dans une phase très parisienne et très aiguë, il n'y a plus que deux pôles dans le mouvement. Il y a l'UNFID d'un côté, qui d'une certaine manière tente, et réussit d'ailleurs d'une certaine manière, à canaliser le mouvement, et puis il y a les étudiants.
les étudiants et en masse. Nous disparaissons. L'organisation dont je suis responsable, nous disparaissons. C'est-à-dire que nous avons des erreurs stratégiques fortes, des erreurs stratégiques et erreurs politiques fortes. Nous disparaissons, ou plus exactement, nous sommes dedans. Il y a des étudiants qu'on voit, mais on a énormément de mal à exister en soi dans ce mouvement. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que nous n'avons pas aidé au mouvement, que nous n'avons pas participé. Ce que disait Isabelle Thomas tout à l'heure est tout à fait juste. Le mouvement part de très loin. C'est un mouvement de fond. Il ne vient pas en 10 jours comme ça sur le devant. Mais il est évident que du point de vue de la phase de crise, on se retrouve dans une situation qui est très particulière, avec un mouvement qui dépasse, enfin qui je pense par l'ampleur dépasse tout ce qui était prévu et prévisible, et qui amène donc forcément des formes nouvelles d'organisation, et qui, du point de vue de notre organisation à nous pose énormément de problèmes. Alors, je ne vais pas être trop long parce que si vous avez des questions, vous allez particulièrement là-dessus, mais qui nous pose à nous des problèmes très particuliers à ce moment-là. Voilà. Dernière chose par contre, je dis, sur les archives de l'UNEF, il y a quand même Jean-Quentin Poindron qui a fait un dépôt assez important, je crois que c'est à Paris 12. Comment ? C'est sur l'UGE, l'Union des c'est sur le jeu uniquement. Mais par contre, effectivement, l'AGE de Paris 12, elle a déposé ses archives aux archives départementales du Val-de-Marne. Et ça permet de combler certaines lacunes, mais du point de vue de Créteil. En ce qui me concerne, il n'y a pas des possibilités pour mes archives à moi, ni pour avoir les conditions. Parce que moi j'en ai beaucoup. Pas de souci. Alors, on finit le tour, puis après, il y aura une petite question commune à Isabelle et Marc. Mais alors, du coup, Olivier, qui est, lui, à PSA, c'est vrai que déjà l'UNEF était plutôt en phase descendante par rapport à l'UNEFID. PSA, c'était un petit syndicat étudiant. Donc, du coup, comment ça se passe à la Sorbonne à l'époque ? Moi, je suis un jeune étudiant qui commence vraiment à militer à ce moment-là. Je vais faire un peu mon éducation politique pendant le mouvement de 86 et je prendrai des responsabilités au fur et à mesure. Je suis étudiant en histoire, donc j'ai fait 2 années, c'était l'époque où on était encore un DUG, donc je venais d'avoir mon DUG d'histoire, 2 années à Tolbiac, où j'avais beaucoup fréquenté les militants avec lesquels je discutais beaucoup, mais je ne trouvais pas à ma place, parce que l'UNEFID de l'époque, c'était quand même sévère. L'UNEFID Paris 1, l'UNEFID à Paris 1, on avait les rocardiens corrompus jusqu'à la moelle, des gens comme Emmanuel Valls, des gens comme Alain Boer, qui étaient à la direction de la fac, qui grenouillaient, mais des choses absolument invraisemblables, quoi. Je pourrais vous raconter, mais ça faudrait faire un colloque, quoi. En alliance, la main dans la main avec les dirigeants, je ne sais plus comment ils s'appellent, à l'époque aujourd'hui c'est le POI, mais les lambertistes, comme on disait, qui étaient ultra violents. On connaît une affiche d'autres choses, ils étaient prêts à nous péter la gueule. C'était quand même Tolbiac, c'était comme ça, c'était l'UNEFID qui venait à la fac. Une coalition, Trotsko-Rocardienne. Assez. Voilà, donc évidemment, moi je me retrouve à discuter, à militer tout le temps avec les militants cocos de l'UNEFROM et avec les autres trotskistes de la LCR qui eux avaient une ligne qui permettait de discuter, c'était pas d'une violence dans le mouvement ouvrier. Donc du coup, ils n'appellent pas sur la gueule des militants de gauche. Vous pouvez discuter. Je venais de ma petite banlieue communiste, j'avais l'habitude des cocos qui avaient des fois un peu la main lourde, mais quand même pas à ce point-là. J'ai fait cette fac, c'est les socialistes et les trotskistes rapides qui tiennent tout et qui pètent la gueule si tu dis un truc avec lequel ils ne sont pas d'accord. Ou si tu essaies de te présenter aux élections, ou si tu essaies de coller une affiche, c'était comme ça, Tolbiac. Je pense que Isabelle, tu confirmeras, 30 ans après, on peut le lire. Et donc, j'étais juste à peine en contact avec le PSA parce que j'étais surveillant et j'étais encarté à la SGET CFDT à l'époque. Qui n'était pas du tout la CFDT aujourd'hui, sinon je n'y aurais pas mis les pieds. C'était avant que le ménage ne soit fait dans la CFDT. Enfin, comme on voudra. C'était à l'époque où la CFDT était beaucoup plus marquée à gauche pour aller vite, où il y avait des militants d'extrême gauche assez nombreux, notamment en SGEL, avec un discours pédagogique sur lequel ils m'ont accroché, ils m'ont fait entrer au SGEL quand j'étais pion. Et donc, ils me disent, les copains me disent, ouais, mais tu sais, on a un syndicat à la CFDT chez les étudiants, ça s'appelle PSA. Pour un syndicalisme autogestionnaire. Pour moi, je me dis, ah ouais, autogestionnaire, super. Ça a l'air vachement bien. J'arrive pas à les joindre parce qu'ils étaient tellement petits, le syndicat, que j'arrive pas trop à les trouver. Mais quand le mouvement étudiant démarre en novembre 1986 à la Sorbonne, là, il y a quelques militants qui se font remarquer, alors vraiment bien, parce qu'ils sont contre le mouvement. La direction pour un syndicalisme autogestionnaire est contre un mouvement qui semble autogestionnaire, fonctionner sur la base de coordination.
Et donc nous, là, une grande partie du mouvement, je vais passer à renverser la direction, avec les quelques militants qu'on avait réussi à réunir sur la Sorbonne et sur Paris 1. On commence le mouvement à renverser notre direction, avec la bénédiction pour le coup de la CFDT, ces militaires qui ne sont pas comme aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était court de mouvement. Et donc on parvient en cours de mouvement à éjecter complètement de notre direction de militants socialistes rocardiens, et on arrive à une dizaine, dont Arnaud, de jeunes militants qui ont pas d'engagement, enfin très peu d'expérience politique, très peu d'expérience militante. On se retrouve à diriger un micro-syndicat d'étudiants en pleine tourmente étudiante. Et donc on apprend sur le tas, mais avec moult difficultés. Et on passe complètement à côté de la direction du mouvement, un peu à la manière de l'UNEF. On fait aussi des erreurs, des maladresses monstrueuses. Par exemple, on arrive dans une AG à la Sorbonne, dans l'amphi Richelieu, et on ouvre une banderole avec une banderole de notre syndicat PSA. Donc là, évidemment, hurlement dans la salle. Comme on est au début du mouvement, le mouvement est très hostile au syndicat, très méfiant. Et donc nous, comme des naïfs, quoi, on se dit, bah oui, on va dire qu'on est là aussi. Après tout, on voit les militants du FID, ils sont là partout. Donc on va s'afficher. On se fait huer, on se fait jeter dehors. C'est l'AG. Donc on l'avait vraiment bien pris au début du mouvement. Donc du coup, on va essayer de se rattraper en se mettant au service du mouvement. Et alors on fait ce qu'on peut faire, et on va faire beaucoup de services d'ordre à PSA. On va mettre nos moyens. Le PSU, c'est rigolo, le PSU va nous prêter un tas de matos, des dizaines et des dizaines de manches de pioche, de casques, de matériel en tout genre, pour faire le sommet. Ça sera assez utile parce qu'on a quand même, pendant cette période, c'était quand même assez violent les manifs. On a quand même des affrontements avec l'extrême droite où ça se passe très très mal. Un coup de cocktail Molotov, on s'affronte avec les flics où ça se passe très très mal. Heureusement que le PSU nous a gentiment passé du matériel issu du passé des années 70. Ça devait être la dernière fois qu'il a servi, pour essayer de faire ce qu'on pouvait dans ce contexte-là. Et moi, je n'arrive pas à me faire élire dans les AG parce que, à la corde et tout ça, parce que, évidemment, ils se sont pillés PSA et on a commencé avec une telle maladresse. Évidemment, je suis carbonisé, en plus, je suis défilé quadrille bien pour essayer d'éjecter tous ceux qui sont encadrés ailleurs, encartés ailleurs. Comment ? Y compris les siens, y compris dans les tendances de l'unité. Par contre, j'ai une chiffre pour me retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, en particulier dans les manifs où ça chauffe le plus. Je me retrouverai dans la rue, je sors par miracle vivant la rue Monsieur le Prince quand les flics tuent Malik Oussekine. C'est la journaliste de RTL qui me sort du truc. Les charges de flics, je ne sais pas combien je l'ai pris, mais vraiment un bon nombre. Je suis dans la rue Joseph Barra au moment où ça castagne avec les fachos, et je finis au bout. Puisque à la fin du mouvement, les flics qui cherchaient absolument à trouver des provocateurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour expliquer les violences, c'était pas eux, c'était évidemment les étudiants. Ils nous avaient repéré, on avait une camionnette jaune de location, dans laquelle on avait ce fameux matériel, et qui essayait d'intervenir partout où elle pouvait pour le service d'ordre. Donc ils finissent par nous pexer, les flics, avec cette camionnette, à nous choper. Sauf qu'on s'était débarrassé de tout le matériel entre-temps. Et qu'on allait chez Colac, à droit de réponse, pour témoigner du mouvement. Et qu'avec nous, on avait Francis Lalanne. C'est quand même pas de bol. Alors, ça n'arrivait pas, les flics. Et le mec, il nous colle contre le camion, il commence un peu à nous chauffer. Il dit comment tu t'appelles, Et lui, il dit Francis Lalanne. Alors, soit qu'il prend une manchette, il dit moi je suis pape. Et on se retrouve entourés, on passe 48 heures en garde à vue. Mais évidemment, inculper Francis Lalanne de l'attaque aux forces de l'ordre, ça marchait plus très bien. Ce qui fait qu'on est quand même sorti pour voir l'ultime fin du mouvement. Bon voilà, je vais pas... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, préparez vos questions, on a une petite dizaine de minutes pour échanger sur tout ça. Comme il y avait aussi la volonté d'échanger entre Marc et Isabelle, j'en profite pour vous relancer tous les trois là-dessus. C'est vrai que Olivier l'a un peu abordé avec ses maladresses de PSA en Assemblée Générale, mais c'est vrai que comment chacun de vous trois, vous alliez la culture de votre organisation et le rapport aux assemblées générales, aux coordinations. Et pour Isabelle et Marc, du coup, il y a peut-être un souvenir commun, mais je crois que Marc était à une assemblée générale à Villetaneuse, et on verra tout à l'heure dans le reportage sur Villetaneuse, effectivement, l'UNEF sur Villetaneuse avait l'air d'avoir des positions un peu complexe. Voilà, je vous laisse parler. L'UNEF, il faut préciser,
sur les organisations, c'est intéressant ce que dit là, parce que moi je n'ai pas vécu nos histoires de la même manière, évidemment. En fait, y compris dans votre vision de l'UNFID, elle est intéressante, parce qu'effectivement, à l'UNFID, il y avait tout. C'est peut-être ce qui faisait sa différence, c'est que il y avait, ça allait des trotskistes de la LCR, les trotskistes de l'OCI, les sociodémocrates rocardiens, Alain Bauer, Manuel Valls, je ne l'ai jamais vu, mais enfin, je le dis, il a peut-être une carte, mais je ne l'ai jamais vu militer. Il y avait aussi des sociodémocrates de gauche, comme on dit, enfin des sociodémocrates de gauche, en tout cas une tendance qui était de gauche du Parti Socialiste. Il y avait, il y avait un petit peu de tout, sauf des communistes. Ça c'est vrai, il n'y avait pas de communistes. Mais sinon, il y avait à peu près toutes les tendances. Et donc, du coup, on se retrouvait forcément plus facilement, y compris à Villetaneuse, enfin, et là on pourra en témoigner, nous on était socialistes, enfin on était surtout Villetaneuse de gauche, quoi. Par contre, les méchants, je réagis parce que quand j'entends des trucs, ça me fait quand même marrer. Non, moi je suis arrivée à Villetaneuse en 81, enfin bref, en droit. Les 2 premières années, ça allait à peu près, j'ai pris ma carte à l'UNEF. Le seul rôle qu'on m'a confié, c'était de faire les dossiers pour inscrire les étudiants étrangers. Donc j'ai passé 2 années militantes à faire ça. Et puis, bref, après il y a eu la loi salariée, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais moi, je ne suis jamais frappé personne avant qu'on me frappe, pardon. Et ceux qui m'ont frappé, c'est les stades. Et même très méchamment, on avait fait une petite bibliothèque dans le local du MJS où il y avait des livres militants. Et un jour, on avait débarqué Marc Cohen, je ne sais pas si tu te rappelles de Marc Cohen, et le fils Guesso. Hein, t'as connu le fils Guesso? Bon, bah eux, ils ont débarqué dans le local, ils ont pris les livres, ils les ont déchirés, ils ont balarné les armoires, ils les ont tapé dessus. On était deux avec Patricia. Donc évidemment, on a eu 5 minutes de puis après, on a dévissé les pieds de table. Je me rappelle, c'est des pieds de table qui se dévissaient, on les raccourait après, oui, c'était sympa. Hein, mais en tout cas, avant de me faire agresser, j'ai jamais agressé personne. Bref, après, c'est vrai que, je ne sais pas qui disait c'était une période comme ça, mais je crois que c'est toujours une période comme ça. On a eu un petit peu de temps de repos, mais de temps de pause. Mais malheureusement, les temps de violence sont revenus. Que ce soit d'ailleurs avec la police ou avec les fachos. Mais en tout cas, les organisations, pour moi, en tout cas, la vision, c'était pas. C'est pas. Je dis pas qu'il n'y a pas une culture d'organisation pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y a une culture d'organisation. Mais dans une organisation où il y a suffisamment de pluralité, on va dire, on se fait sa propre culture. Et moi, personnellement, je ne me retrouvais pas je me retrouvais pas beaucoup dans les autres tendances. Ni dans la tendance OCI, ni dans la tendance LCR, ni dans la tendance Bauer, Roncardien, etc. Et on avait un peu, c'est vrai qu'on avait une culture, nous on avait d'abord une culture villetaneuse. C'est un peu con ce que je dis, ça fait un peu clocher, pas clochemère, mais un peu. Oui, et on avait surtout d'abord parce que, effectivement, les facs de banlieue étaient méprisées, Villetaneuse c'était une fac méprisée. Quand on arrivait étudiant, c'est vrai ce que je dis, on était les prolos du coin. Voilà. Et qu'on n'était pas les intellos, nous on était juste en fac pour. Alors ça a beaucoup changé tout ça, peut-être, j'espère. Mais, j'espère, mais en tout cas, non, ça n'a pas changé, merde alors. L'archiviste de l'université me dira ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, parce que, Viltapette, on les appelait même, pour dire, en plus, c'était non seulement antisocial, homophobe, enfin, toutes les comment dire, toutes les stigmates. Et donc, en plus, on était des meufs, alors, pour ajouter dans le paysage, c'était encore mieux. Mais la culture d'organisation, moi, je le dis franchement, je ne l'ai jamais eue. Au sens où, aujourd'hui, l'UNEF fait une connerie, et je dis l'UNEF, d'ailleurs, elle en fait. Elle en a fait beaucoup depuis, d'ailleurs, parce que tous les acquis de la bataille de Vaquet, elle les a perdus les uns après les autres.
et la bataille sur l'autonomie des universités et la bataille sur les sélections. Donc, j'ai pas cette culture d'organisation. Pour moi, l'organisation, c'est un véhicule, c'est un instrument, c'est un outil. Donc, même s'il y a un truc de la culture d'organisation, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pluralisme. C'est-à-dire, pour moi, l'UNFID, c'était la possibilité, justement, de ne pas être aux ordres de personne. Et quand... alors, si c'est l'épisode, je ne sais pas si c'est l'épisode que tu veux raconter, mais quand tu dis, oui, nous, l'UNFSE, ou l'UNFID, je sais pas quoi, on était à côté, machin, enfin, je m'excuse, camarades, vous étiez même carrément contre. Moi, je me rappelle d'avoir fait une AG à Vitaneuse, en tout cas, où nous, on était en pleine grève depuis déjà une semaine. Ça stagnait un peu, on va dire. C'était avant les manifs nationales, ça stagnait un peu. Je ne sais pas si ça faisait une semaine. Je ne me rappelle pas exactement les dates, il faudrait que je regarde dans mes cahiers et mes archives. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'on sait qu'on ramenait un peu parce qu'on était plus en avance que les autres, et donc les gens disaient, ouais, alors qu'est-ce qui se passe, et pourquoi ça fait déjà la grève générale partout, et pourquoi on n'avance pas, etc. Et dans l'AG, il y a l'UNFSE qui intervient pour dire, ouais, ils ont raison, ça bouge pas beaucoup, on est tout seul, ça sert à rien, faut retourner en cours, parce que nous, il n'y avait pas de cours, je sais pas ce que j'ai vu des reportages tout à l'heure, nous, il n'y avait pas de cours. Il n'y avait pas de cours du tout. Et il n'y avait pas besoin de piquer de grève pour empêcher un cours, il n'y avait pas de cours. Et on votait le bulletin secret, moi je me rappelle toute ma vie, Julien qui me dit, quoi, vous votez le bulletin secret, mais vous êtes des antigrévistes. Le bulletin secret, on avait 75% de vote pour la grève. Donc, bon, ça c'est une culture, c'est pour ça que je ne dis pas une culture d'orga forcément, c'est une culture du mouvement, c'est une culture aussi sociale, c'est pas forcément une culture d'orga. Moi, l'orga, je le dis franchement, je prends l'instrument qui est le plus efficace pour moi. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une erreur. Alors, je ne sais pas de qui elle vient, parce qu'au début, les copains de l'UNFSE, ils n'étaient pas contre la grève. Et tout à coup, ils sont montés en disant oui, ça. Ils n'ont pas vraiment dit on veut arrêter la grève. Ils ont dit oui, mais quand même, il faut retourner en cours, parce que, bon, en gros, ils cassaient la grève, quoi. Ils cassaient la grève au moment où elle était en pleine apogée. Et évidemment, ça a donné lieu. Mais cela dit, camarades, on s'est toujours battu avec les copains du comité de grève pour que l'UNFSE ait toujours une représentation. Même quand les étudiants voulaient vous bâcher, voire même vous s'abatter après les interventions maladroites, on s'est toujours battu pour que vous ayez une représentation au sein du comité de grève, parce qu'on pensait que malgré tout, c'est notre côté pluraliste démocratique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aimé l'UNFID. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était l'UNFID, l'UNFSE, quand je suis venue à Vitaneuse. Je venais de mon lycée de Garges-Gonesse. Et quand on m'a dit, enfin de Gonesse, quand on m'a dit, tu connais, hein, j'ai dit, ah, indépendante et démocratique, ça me plaît. Mais c'est le mot qui m'a plu. Je ne connaissais pas, moi, indépendante et démocratique. L'autre, il s'appelait au nouveau Solidarité étudiante. Je dis, ah, indépendante et démocratique, ça me va. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi mon syndicat. C'est pas ni par militantisme politique, ni par choix d'organisation. Et je suis toujours dans cette situation. Je n'ai pas le culte de l'orga. Et je pense que le culte de l'orga, ça a perdu beaucoup la classe ouvrière et les mouvements ouvriers. Alors, deux petites réactions possibles, assez rapides pour qu'on puisse donner la parole. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je veux quand même qu'on clarifie. On ne va pas refaire le mouvement aujourd'hui. C'est pas la peine. Je reconnais très platement qu'on a perdu et à la limite même, tant mieux, j'en sais rien. Non, mais la question c'est que moi ce qui m'intéresse, enfin moi ce qui me préoccupe, c'est, je pense qu'il y a des gens qui ont à peu près notre âge, je pense qu'on leur raconte des choses qu'ils connaissent, c'est peut-être la nouvelle génération. Il y a plusieurs choses je pense qu'il faut préciser. Première chose, alors je sais pas, parce que moi je suis enseignant, hein, donc les jeunes, je les connais, je les vois, et je me souviens très bien de ce que j'étais à leur âge. Et il y a bien une chose que je vois, c'est que les préoccupations que j'avais à leur âge ne sont plus exactement les mêmes aujourd'hui. Les discours qui sont porteurs dans les classes ne sont plus des discours politiques. Les élèves sont beaucoup plus intéressés vraiment par des questions qui traversent la religion, les religions, qui traversent ces domaines-là, plutôt que la politique. Donc les jeunes ont en partie changé, il y a d'autres préoccupations qui sont passées. Moi je reviens sur un point, pour combien de moments, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu confus. Les organisations syndicales, Isabelle, je veux rien dire, mais
Viltaneuse, c'est peut-être super, mais enfin, l'UNFID, elle a aussi participé à des batailles rangées. On peut amener des copains de Nanterre qui se sont fait dépouiller, d'ailleurs, y compris même, il y avait même un terme à Nanterre, c'est les élections, c'était au dépouillement, c'était le dépouillage. Voilà. Donc, chacun se mettait sur la gueule, et alors là, pour le coup, c'était les copains de l'UNEF qui s'en prenaient plein, parce qu'évidemment, le rapport de force était inversé. On connaît tout, on a tous des histoires là-dessus. À Nice, on faisait monter les dockers, nous, les communistes, on faisait monter les dockers pour les dépouillements, parce que ça se passait mal, surtout en droit, parce qu'on avait en plus les fachos derrière. On a tous des histoires comme ça. Ce qu'il faut surtout comprendre, d'abord, moi, il me semble, c'est que l'engagement dans ces organisations syndicales était un engagement politique, en partie. Et peut-être même en grande partie, pas pour tout le monde, mais beaucoup. Et tu ne peux pas dire le contraire, au plus on monte, non, mais il y a les trajectoires personnelles, mais ensuite, il y a quand même la réalité. Au fur et à mesure qu'on se trouvait dans les sphères dirigeantes, au fur et à mesure où on prenait des responsabilités, généralement, l'engagement politique était de plus en plus marqué. C'est une réalité, je pense. Et il est évident, et là-dessus il n'y a aucune discussion, il est évident que le panel politique que présentait l'UNEFID est beaucoup plus large que le panel politique que présentait l'UNEF. Ça, c'est clair. Nous, c'était une direction communiste dans laquelle on avait, et qu'on exhibait comme des porte-drapeaux, on avait notre militant d'extrême gauche, on avait notre socialiste, parce qu'on en avait quand même, on arrive à les avoir. Oui, il y avait le CRS, mais Sciences Po, par exemple, est resté très longtemps, et j'ai eu d'excellentes relations avec l'AG Sciences Po, Sciences Po Paris. Et donc je peux dire, y compris que s'ils sont restés dans l'UNEF très longtemps, les débats, c'était aussi, c'est mon intervention personnelle. Donc, je veux dire, l'engagement, je ne dis pas que tous les militants et tous les dirigeants étaient forcément dans le même moule, mais il est évident quand même que l'engagement politique était très important. Et on montait dans les échelons quand même globalement, parce que cet engagement politique était marqué. En même temps qu'on ne se méprenne pas sur l'engagement politique et sur les horizons politiques. Parce qu'on entend n'importe quoi. Dans le mouvement de 86, qu'on se plante ou qu'on réussisse, moi je n'ai jamais. Et pourtant, là je le dis, alors je vous dis, moi le 1er décembre j'ai disparu. En fait, du début novembre jusqu'à tout le mois de novembre, j'étais en province et à Paris, et à Paris même, j'étais d'une certaine manière le secrétaire national qui se déplaçait le plus sur Paris. Donc était au contact. Hein. Je n'ai jamais rencontré un membre du comité central ou du bureau politique du Parti communiste. On est bien d'accord. Peut-être que Patrice Leclerc, qui vous le dira le jour où vous verrez, peut-être qu'il a reçu un coup, 2 coups de téléphone, peut-être pas, mais en un mois, s'il l'a fait, c'est le maximum. On était en autonomie. Il faut bien comprendre ça. Quand on parle de UNEF Coco, oui, on était communistes. Et de toute manière, ça suffisait. Ça suffisait. On venait d'un même bain, on était dans les mêmes formations, on partageait un certain nombre de choses, ça suffisait pour agir. Donc il n'y a pas de... Il y a pas cette... Il faut bien voir que l'orientation politique ne signifie pas forcément que les organisations politiques étaient aux manettes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En plus, c'était généralement les syndicats qui intervenaient. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, donc... Alors maintenant, dernière chose, très rapidement, dernière chose, sur le positionnement. Là encore, il faut aussi regarder les choses de manière complète et avoir aussi, je vais employer un gros mot, un vieux gros mot, il faut avoir une vision dialectique des choses. Il est évident que du point de vue de l'UNEFID, l'UNEF traînait les pieds. Comme il est évident, il ne faut pas l'oublier, que l'UNEF est rentré dans ce mouvement en difficulté parce qu'il ne correspondait pas aux objectifs qu'il s'était fixés. Le problème, il est là. Alors, la question, c'est que Isabelle a le discours du vainqueur. Et on sait qu'en histoire, le discours du vainqueur, c'est souvent le bon discours. Et que forcément, moi, j'ai le discours du perdant. Et que forcément, du coup, c'est... Non, et on a tous gagné. Non, mais on a tous gagné, mais on n'a pas gagné de la même manière. On n'a pas gagné de la même manière. Et je le dis clairement. Et moi, je ne suis pas là pour défendre une position. Je dis tout simplement que tu as tout à fait raison parce que tu notes que les camarades de Viltaneuse, alors je ne sais plus exactement ton sentiment, que les camarades de Viltaneuse ont le sentiment d'être, on
gros dépasser dans quelque chose qui ne contrôle pas et qui traîne les pieds. Et tu as tout à fait raison. Parce que, d'une certaine façon, au bout d'un moment, le mouvement ne correspond pas à ce que nous avions essayé de mettre en place. Il y a donc un sentiment de défaite. D'autant que... Je pense qu'on est... Voilà, je pense qu'on a compris le message. Si Oui, Olivier bah, peut faire... je ne sais pas si c'est le perdant le gagnant, mais... Deux choses à dire. Je finirai par la mamaille, c'est plus drôle. Mais pour commencer, ce qui me frappe, c'est quand tu as dit aujourd'hui, jeunes sont plus intéressés par un discours religieux que politique. C'est vrai, je rencontre ça aussi dans mes classes, je suis aussi prof, hein, souvent les militants, quand on fait pas une carrière politique, voilà, c'est la fonction publique. Et comme je ne savais pas faire grand chose d'autre que de raconter des histoires, je suis prof d'histoire. Et les mômes, c'est vrai qu'ils sont un peu, ils sont beaucoup comme ça, très distants par rapport à la politique, d'écouter, et par contre très intéressés par les questions religieuses. Ceci dit, rappelez-vous camarades, j'aime bien, on s'appelle camarades comme avant. Au début du mouvement, c'est vrai que la politisation était plus importante, on était quand même déjà dans une période où tout le monde se plaignait en chœur de la dépolitisation et en particulier de la jeunesse. La bonne génération. Exactement. Et puis au début du mouvement, les étudiants non militants, non politisés, qui étaient quand même l'écrasante majorité de ce mouvement, ils n'étaient pas aux commandes, mais ils étaient en vérité. On n'aurait rien pu faire s'il n'y avait pas eu un mouvement de fond qui s'était développé, mais c'est pas eux qui dirigeaient. Mais c'était l'écrasante majorité qui n'était ni syndiqués, ni militants politiquement, et ils scandaient sans arrêt ça. Et il affirmait, il y avait une extraordinaire méfiance par rapport aux organisations syndicales et politiques, et on se faisait engueuler quand on portait des autocollants, il fallait les enlever, il y avait toute une danse autour de ça, et ça a changé au fur et à mesure du mouvement. Il y a eu une prise de conscience, comme ça arrive très souvent dans les mouvements étudiants. Petit à petit, les choses ont changé. Ils sont rentrés dans les manifs en gueulant CRS avec nous, nos enfants aussi sont étudiants. Ils en sont sortis en disant CRS à l'ancienne, mais parce qu'ils ont pris des coups sur la gueule entre les deux. Et il y a eu un phénomène de radicalisation et de conscientisation qui est hyper intéressant dans ce mouvement et qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres mouvements. Et que j'espère on trouvera dans les prochains mouvements parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Et la deuxième chose, c'est sur, quand même, je voudrais apporter mon témoignage sur les défilés. On les appelait les crabes. Pas tout à fait pour rien. Vous aviez, chers camarades, une épouvantable réputation à part auprès des vôtres. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rappeler ce que c'était. C'était quand même la pompe afrique de la nef que vous pilliez à l'écran pour le PS. C'était connu quand même de tous. Enfin, je veux dire, faut arrêter quoi, on va pas se mentir. Je te dis, toi Isabelle, t'as pris de l'argent. Je te dis, toi Isabelle, t'as pris de l'argent pour le donner aux socialistes. Mais je parle de l'UNFID qui a servi pour retransmission au Parti Socialiste, la NEF qui a servi de financement, je te parle de notre réputation de manipulateur en AG, de casseur de mouvement quand les socialistes étaient au pouvoir, je te parle de la vision que j'avais moi de l'UNFID à ce moment-là, et je pense qu'elle a été partagée par beaucoup. Et peut-être que, bien sûr, les jeunes militants innocents qui arrivaient surtout dans des facs un peu éloignés du centre, où il y avait moins de dirigeants nationaux. Je pense que le débat est ouvert. De 3%. Alors, on essaye de se garder encore 5 minutes pour que l'assistance puisse débattre. Je passe le micro rapidement à Ojagu pour juste donner un petit complément par rapport à l'enquête Assemblée nationale. Et après, il y a Roby Morder et Raoul qui se sont inscrits. Et il y a Frédéric. Alors pour ma part, je voulais juste apporter un tout petit rectificatif par rapport aux questions qu'on a eues tout à l'heure et au débat avec vous. Vous avez bien été auditionné le 17 février 1987, c'est peut-être le Sénat qui vous a auditionné. Parce que vous figurez bien dans le procès verbal, enfin dans l'instrument de recherche. Oui, vous avez la mémoire des faits. Alors je sais pas. Après, peut-être que c'est les archives. Dans le placement. Alors, j'en profite aussi pour lancer un autre appel, parce qu'on en a discuté avec Isabelle Thomas et avec l'archiviste de Paris 13, on en reparlera tout à l'heure. Mais tout le monde est toujours à la recherche du tract de début sous forme de bande dessinée. Non, c'est pour ça que je continue à faire l'appel. On cherche toujours. Donc, oui, donc par rapport à ce qu'a dit Isabelle Morder, Morder, président du GERN. voilà, ancien 86, et donc sachant combien la mémoire est fragile et combien l'intérêt de retravailler, de relire sur les documents permet compris de prendre de la distance,
Alors que là, je vois que c'est reparti. Non, mais c'est important de se mettre, effectivement, d'avoir la vision de l'époque, le sentiment de l'époque en même temps de revenir aux documents. Sur le site du GERD, vous trouverez beaucoup de choses qui précèdent, y compris des documents. Épisode numéro 3, le travail militant. Ça commence au mois de mai, les manifestations sur le projet du GERUF. Et je suppose que sur le printemps, il doit y avoir des choses dans FR3, dans les régions. Puisqu'il y a eu des manifestations au mois de mai dans 4 ou 5 villes de France, Montpellier, bon, tout est là dans les articles. C'est un peu de publicité. Pour aller voir là-dedans, vous avez la résolution des coordinations nationales, quelques photos, etc. Juste dire peut-être quelques mots un peu pour s'y remettre sur les stratégies d'organisation. Je vois que c'est intéressant parce que il y en a qui parlent de nouveaux outils, les coordinations, c'est pas nouveau. C'est une résurrection dans des conditions nouvelles. La question de la dépolitisation, je veux dire, souvenez-vous de ce que la plupart des gens racontaient à l'époque, on disait on était à ce courant. Mais effectivement, le fait de refuser, même, j'en parlerai demain, même le soutien des syndicats qui venaient apporter, salariés, Atos, qui venaient apporter leur soutien, ils étaient sifflés au début. Le tournant, c'est qui l'a dit, c'est la confrontation à l'appareil d'État. À partir de ce moment-là, on passe de on ne fait pas de politique à Chirac démission, on s'en souvient pas en 88. Bon, c'est aussi ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup de mouvements. Et là, ça s'est effectivement passé comme ça. Le rapport ambigu. Les gens disent on veut être un politique indépendant, ils savent très bien qui les élisent. Ils savent qui sont les délégués. Donc il y a rapport, mais en même temps ils sont sous contrôle. Donc ils sont sous contrôle. Donc je crois qu'il faut effectivement beaucoup nuancer, voir les réalités, c'est ce qu'on fait université par université, parce que je pense qu'il y a un mélange à la fois de culture organique, pas de culte, mais de culture d'organisation et de culture locale. Je le dirai demain pour Nanterre, quand on compare... Oui, de culture de classe aussi. Oui, non, mais bien sûr que non, mais bien sûr, quand je dis l'université, c'est l'ensemble. Bon. Alors, donc, c'est pas forcément les forces ouvrières. Sur la manière d'apparaître des deux UNEF, c'est l'UNEF-ID qui disparaît. L'UNEF-ID ne parle plus officiellement par la voix de son président. L'UNEF, je veux dire là aussi, l'UNEF, tout court, et dans le mouvement, en même temps, il y a des tracts UNEF. Vous pouvez chercher, dans la plupart des cas, sauf exception, il n'y a plus de tract UNEF-ID parce que le président de l'UNEF-ID a décidé. L'UNEF-ID part par la voix de son président. Voilà, point. Bah. Donc, après, les réalités internes, c'est intéressant. Excuse-moi, je suis d'accord. On fait juste oui, le tour oui. des Non, c'est juste. après, on vous laisse une minute voilà. chacun pour Dernière remarque. 1 millier de militants, je parle de militants, pas d'adhérents, tout compris, et tout le monde compris, des militants, pas des adhérents, des militants, pour un peu autour de 1 million d'étudiants. Vous comparez à 1976, 700 000 étudiants, plusieurs milliers de militants, vous comparez y compris à la veille de 68, les rapports ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les milieux militants, c'est ce qu'on perçoit nous, mais ce qui est perçu à l'extérieur, est totalement différent. Et c'est justement ça qui permet d'avoir ce type de mouvement, y compris avec certaines illusions, certaines imprudences, mais qui font la force de ce mouvement. Où les gens se disent on va gagner parce qu'on a fait la manif de l'école libre, par l'école privée, parce qu'on a fait les manifs sur énergie, parce qu'on a fait des manifs de SOS Racisme. C'est un instrument que tout le monde utilise, y compris la coordination, je conclue par là. Elle est utilisée par la droite quand elle fait la coordination contre la loi Savary en 1984, 2 ans auparavant. Il faut bien voir la temporalité, on n'est pas 30 ans après. On est dans les 5 années qui suivent l'élection de François Mitterrand et dans l'année qui suit les élections législatives avec la cohabitation, qui fait que c'est tout de même un contexte général dans lequel il faut remettre ce mouvement. Alors, la parole rapido à Frédéric Genevry. Oui, alors moi j'ai adoré vous écouter parce que ça m'a ramené 30 ans, c'est un bain de jouvence. Moi à l'époque j'étais militant à l'UNEF Renouveau, Solidarité étudiante à Paris 1, et comme la direction a été décapitée, au milieu du mouvement on a réuni un collectif national et j'ai été élu, il fallait remplacer les partants, j'ai été élu au bureau national. Juste, moi je
pense qu'il faut essayer de prendre un peu de recul. Et la question sur les cultures d'organisation, c'est intéressant. Moi, je crois que ce qui s'est passé entre l'UNEFID et l'UNEF, c'est d'une part, du côté de l'UNEFID, il y a eu une transmission plus forte, peut-être parce que dans sa direction, je pense à Cambadélis, Julien Drey, etc., c'était entre guillemets, des anciens combattants, alors qu'à la direction de l'UNEF, on avait des gens très jeunes, dont le modèle n'était pas le mouvement étudiant, le modèle était la CGT. Et donc l'idée, c'était l'UNEF égale le mouvement étudiant. L'UNEF, c'est le mouvement étudiant, et c'est pas l'UNEF au service du mouvement étudiant. Donc première différence, il n'y avait pas du tout de tradition, il n'y avait pas eu de transmission de la tradition des coordinations nationales des années 70, tradition à mon avis qui avait été faite au sein de l'UNEFID. Deuxième chose, Marc tout à l'heure a dit que ça ne correspondait pas à notre objectif. Moi, j'étais pas d'accord à l'époque avec cet objectif, mais l'objectif officiel de l'UNEF, c'était déraciner le projet de Vaquet à sa racine. C'est-à-dire l'idée que si on arrive à retirer le projet de Vaquet, ça ne suffira pas, parce que de toute façon, et d'une certaine manière, l'histoire ensuite a montré que c'était ça, ils arriveront à faire entrer la libéralisation, la sélection et l'augmentation des droits d'inscription par petits morceaux, et donc il faut le déraciner. Moi je pense que c'était une erreur stratégique, il fallait taper avant sur le projet de Vaquet, obtenir son retrait, ce qui permettait ensuite de déraciner en réalité. Et c'est ça les deux explications, à mon avis, de fond du positionnement de l'UNEF par rapport à l'UNEFID. Et troisième chose, je pense qu'il faut penser aussi à ce qui s'est passé après, c'est-à-dire après les états généraux. Très important, c'est-à-dire que l'UNEF a réussi, pour le coup, a mieux réussi les états généraux étudiants de l'année 87 que l'UNEFID. C'est-à-dire qu'on aurait pu complètement disparaître. Mais le fait que les cadres du mouvement s'investissent dans les états généraux pour élaborer une plateforme, une nouvelle réforme progressiste de l'université, ça a permis à l'UNEF de renouer avec ceux qui avaient été les plus militants du mouvement, et donc de ne pas totalement disparaître, même si sur le fond, et pour des éléments peut-être, je pense, extérieurs à l'université, pour des raisons politiques extérieures à l'université, l'UNEF a fini par s'affaiblir fortement. Dernier point, c'est pas la petite chose, c'est que le Parti communiste français, au moment des états généraux étudiants, était favorable à la disparition de l'UNEF et à son remplacement par un mouvement des états généraux étudiants. Et ça s'est réglé entre Marchais et Krasuki. C'est-à-dire que Krasuki a fait le maximum pour que l'UNEF, pour que le syndicat ne disparaisse pas dans un mouvement dont on ne pouvait pas savoir évidemment l'avenir. Donc la dialectique communiste, syndicat, etc., c'est quelque chose de... Puis je pourrais parler de l'attitude de l'UEC qui est différente de l'attitude de l'UNEF pendant le mouvement très, très hostile au début, et ensuite beaucoup plus à l'aise que finalement l'UNEF renouveau. Bon, ça c'est des... Raoul Marmoz, rapidement, et après on redonne la parole. Oui, très rapidement, moi je suis un ancien militant en 86 à la base. J'étais élève au lycée Otto de Paris à l'époque, et je voulais quand même dire que le mouvement étudiant contre la loi de Vaquet, c'est un mouvement étudiant, mais c'est aussi un mouvement lycéen. Et sans les lycéens, et aussi l'apport du mouvement antiraciste qui a favorisé à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de filiale, la filiale n'existait pas et les syndicats lycéens n'existaient pas, qui a permis la mobilisation des lycéens dans le mouvement étudiant. Voilà. Et c'est d'ailleurs 86 qui a construit les syndicats lycéens. J'ai zappé, alors mon cher Grand, je vais donner rapido le micro, et après on redonne le micro. Je ne sais pas si tu as eu raison de me donner la parole, parce que ma question est extraordinairement anecdotique. Elle s'adresse principalement à, comment s'appelle-t-elle, que je retrouve son nom, Aude-Jagu, mais à d'autres éventuellement. J'ai le souvenir lointain de l'histoire, c'est la camionnette jaune qui m'a fait penser, de l'homme à l'écharpe jaune et toute la mythologie sur les provocateurs stipendiés de la préfecture. Est-ce que la commission d'enquête s'est penchée là-dessus? Est-ce qu'elle a obtenu des quarts, des demi, des trois quarts de réponse?
Sur l'homme à l'écharpe jaune. Oui. Alors, pas du tout. Enfin, dans le rapport, cet homme à l'écharpe jaune n'est pas du tout mentionné. Alors après, je n'ai pas lu malheureusement l'intégralité des procès-verbaux d'audition, mais je pense que si cet homme à l'écharpe jaune est mentionné, c'est dans les procès-verbaux d'audition. Mais là, je ne peux pas. Effectivement, après. Peut-être qu'il a été mentionné, oui, C'est effectivement. TF1 qui Mais était dans encore le une chaîne rapport, en publique tout cas- avait sorti cette affaire. Oui, alors en ce qui concerne TF1, par contre, oui, effectivement, la commission d'enquête a constitué un dossier thématique sur le fameux reportage. Il y a eu des poursuites contre TF1. Oui. Voilà. Et donc là, effectivement, il y a un dossier dans le fonds d'archives sur cette affaire-là. Donc effectivement, on pourra peut-être retrouver mention de cet homme à l'écharpe jaune. Alors, rapidement, je redonne la parole à vous trois. Non, si vous aviez vraiment quelque chose à dire avant qu'on prenne 5 minutes de pause, parce que c'est important. Juste pour rejoindre ce que disait Roby tout à l'heure, sur la contextualisation du mouvement. Bien pensé, et d'ailleurs nous c'est aussi un des éléments de notre position doctrinaire durant le mouvement. Alors je rappelle, c'est ce que disait Frédéric, hein. Notre bataille c'était la bataille sur le budget. Nous pensions véritablement que la bataille il fallait la mener sur le budget. C'était le plus important. C'est une erreur tactique et politique fondamentale, mais c'était notre position. Après je peux pas vous dire on n'a pas fait, c'était ça notre position. Et avec notre idée, c'était que le seul mouvement capable de pouvoir amener cette bataille-là, c'était nous. C'était nous. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui n'émanait pas de notre syndicat était déjà perçu comme étant négatif. Position absolument doctrinale, absolument sectaire, soit, mais c'était cette position-là que nous avions. Je suis pas en train de vous dire que c'était merveilleux, je suis en train de vous expliquer les choses. Et pour revenir, ça, pourquoi aussi on l'a si longtemps tenu? C'est parce que au mois de mai, se sont passées de très belles mobilisations étudiantes. Il faut quand même avoir en tête que les dernières mobilisations étudiantes importantes, alors il y a celle de 83, et comme elles étaient de droite, elles ne faisaient pas partie quand même de notre historique et de notre culture. La dernière, sinon c'était 76 et Alice Saunier-Célité. C'était ça. En plus, l'UNEF là-dessus avait joué un rôle essentiel. Et on était resté là-dessus. Et en 86, au mois de mai, il se passe des choses extraordinaires en province. Extraordinaire, c'est 5 000, 10 000 étudiants. Mais on n'avait jamais vu ça depuis 10 ans. 5 000, 10 000 étudiants qui sont en manifestation à Saint-Étienne, à Bordeaux, dans beaucoup d'endroits. Et souvent à l'initiative de notre organisation. Et on se dit, ça marche. Et à l'automne, on se dit, on continue. Et ça augmente un peu. Et après, et je disais une dernière chose, pour notre organisation, il y a aussi quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête. De par la structure même de notre organisation, c'est le chiffre du Parti communiste aux élections législatives. On passe en dessous des 10%. On a une orga qui est en état de traumatisme. Le PS, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont 31% aux mêmes élections. Le vent de l'histoire, il est pour eux. Hein. Ils peuvent disparaître au mois de novembre. Ils peuvent disparaître. Hein. De tout là, ils savent très bien que les étudiants, ils les retrouveront plus tard. Nous, si on disparaît dans le mouvement, on disparaît définitivement. Donc, je veux dire, c'est facile la position de dire c'est l'UNFID qui a disparu. Oui, elle a disparu. Parce que de toute manière, elle savait très bien qu'elle récupérerait un jour les étudiants qui étaient en mouvement. Nous n'avions aucune garantie de le faire. Merci beaucoup. On va vraiment faire la pause maintenant parce que